Un acteur blessé par balle sur un plateau de cinéma, des cocktails Molotov lancés sur une équipe de tournage, des censeurs qui voient des images qui n'existent pas et un réalisateur qui les berne avec de fausses coupes. 26 février 1975, Dupont-la-Joie d'Yves Boisset sort en salle. Le scandale éclate immédiatement. Un film qui commence en comédie de vacances et finit en tragédie raciste. Comment un film sur les ratonnades a-t-il divisé la France? Comment la censure a-t-elle tenté de domestiquer l'indomptable? L'histoire d'une œuvre qui a osé montrer l'inavouable dans Classé X. L'idée de Dupont-la-Joie naît sur un autre plateau, loin de la France. Quelques années plus tôt, Yves Boisset tourne RAS dans les décors tunisiens. Le réalisateur découvre une réalité qu'il ignorait. Ces figurants maghrébins ont des histoires à raconter, des histoires de violence, d'humiliation, de ratonnades subies dans l'Hexagone. L'idée de Dupont-la-Joie m'est venue pendant le tournage de RAS, pour une raison très simple. C'est qu'il y avait un certain nombre de garçons qui jouaient soit les harkis, soit les supplétifs musulmans ou éventuellement les félagas, et qui étaient plus ou moins comédiens. Et ils me racontaient le soir, les humiliations dont ils avaient pu être les victimes, et dans certains cas, les ratonnades auxquels ils avaient été mêlés et dont ils avaient parfois failli être les victimes. Et ça m'avait frappé, ça m'avait donné l'idée de faire un film sur ce phénomène des ratonnades. De retour en France, Boisset mûrit son projet. Il veut dénoncer le racisme, mais pas n'importe comment. Exit les grands discours moralisateurs ou les drames larmoyants. Le cinéaste imagine une approche plus sournoise, plus efficace. Un véritable piège tendu aux spectateurs. Mon idée était de faire un film qui soit plutôt une comédie. Je pense qu'il y avait une espèce d'astuce, de finesse. Je me disais que si on en faisait un drame, ça emmerderait tout le monde. Or, là, il y avait un espèce de piège, c'est-à-dire de faire rigoler les gens pendant 1 heure et de les faire rigoler avec des personnages qui sont d'un racisme tranquille, qui ne sont pas méchants. Le racisme, ça commence... t'as vu celui-là avec ses cheveux longs, moi je te couperai les cheveux et tout ça. Ça continue avec la dame qui met son clignotant à gauche et qui tourne à droite. Ah ouais, bah évidemment, elle a mis son clignotant à gauche, elle tourne à droite, fallait s'y attendre. Regarde-moi tous les blacks qu'il y a dans la rue, là, on voit qu'ils foutent pas grand-chose, hein, ceux-là. Etc., etc., etc. Et en fait, de faire marrer avec des habitués de la comédie franchouillarde et d'amener les gens à un drame qui aborde un sujet sérieux, voire tragique, je pense que c'était un piège dramaturgique intéressant. Cette stratégie révolutionnaire bouleverse les codes du cinéma engagé. Plutôt que de prêcher les convaincus, Boisset veut séduire puis révéler, attirer le public dans ses filets avec des gags familiers, des situations de comédie avant de lui montrer son vrai visage. Le casting devient crucial. Pour incarner Georges Lajoie, Boisset choisit Jean Carmé. Un choix qui surprend. L'acteur n'a jamais porté un film entier. Habitué au second rôle sympathique, il incarne dans l'imaginaire collectif le français moyen, bon bonhomme et attachant. Puisque le film racontait l'histoire dans une ville de vacances du Midi d'une ratonnade déclenchée à tort à cause du meurtre
d'une estivante par un des vacanciers. Carmet pensait vraiment, il avait lu le scénario, il trouvait le scénario formidable. Il m'a dit, moi je le joue tout de suite. En plus, on était très amis déjà depuis longtemps. Mais il me dit, mais attention, hein, là, après que j'ai joué ce film, moi je ne vais plus jamais travailler. Donc, il faut toujours que tu aies un matelas, une petite soupe chez toi pour moi. Parce que je vais être chômenu jusqu'au restant de mes jours après avoir tourné dans ce film. Les gens vont me détester, alors qu'il était dans l'imaginaire collectif le brave type. C'est justement ça qui était intéressant, que ce brave type se révèle un salaud épouvantable. Cette angoisse de Carmet révèle l'audace du projet, transformer l'acteur fétiche de la France populaire en violeur et meurtrier raciste. Le pari semble insensé, mais c'est précisément cette transgression qui donnera sa force au film. Les producteurs Gisèle Rébillon et Catherine Winter acceptent de financer cette bombe à retardement via Sophracima et la société des films Sirius. Direction Fréjus, été 1974. L'équipe ne sait pas encore qu'elle s'apprête à vivre un tournage sous haute tension. Le piège dramaturgique est conçu. Il ne reste plus qu'à le mettre en œuvre et découvrir que parfois, la réalité dépasse la fiction. Été 1974, camping de Fréjus. L'équipe s'installe dans ce décor idéal, coincé entre autoroute, voies ferrées et décharges municipales. Un cadre parfait pour raconter les vacances de la France moyenne. Mais dès les premiers jours de tournage, l'ambiance se tend. Les habitants du coin découvrent progressivement le sujet du film. Les réactions se multiplient, de la curiosité à l'hostilité. Certains soutiennent le projet, d'autres s'inquiètent. Une frange plus radicale décide de passer à l'action. Il y avait un groupe Charles Martel, bien dénommé, qui était une émanation du Front National et qui nous a balancé des cocktails Molotov sur le tournage, qui a jeté des cailloux et ils ont balancé des tracts en disant que les acteurs bougnoules, que tous les bougnoules qui jouaient dans le film, et ça allait être leur fête. Alors, on a demandé à tous les acteurs, j'étais pas très nombreux, mais une dizaine quand même, qui jouaient les ouvriers du chantier, la victime de ratonnade, etc., de pas sortir seuls le soir, et surtout pas aller dans Chicago, enfin, le quartier malfamé de Toulon. Alors, la plupart ont respecter ça. Et puis, il y en a un qui a décidé d'aller boire un coup, ou pire, dans le quartier des bordels de Toulon. Et là, il a été agressé par 4 types qui lui ont vidé un chargeur de 7,65 dans le ventre. L'ironie tragique frappe, mais le destin réserve une surprise aux agresseurs. Et là, il s'est passé une chose curieuse. Et il est resté sur le carreau, il n'est pas mort, Dieu merci. Mais l'une des balles qui a été tirée, tombée au sol, il était déjà au sol, a ricoché sur une plaque d'égout et est venue se ficher dans le cul d'un des assaillants. Bon, alors... Ils ont emmené leur copain, et Ben Cloua, il est resté sur le carreau. Ils ont emmené leur copain, ils ont essayé vaguement d'aller le faire charcuter par un médecin ami, et puis ils l'ont déposé sur le parvis devant l'hôpital général de Toulon. Bon, comme entre-temps, des passants avaient appelé police secours, ils ont emmené Ben Cloua à l'hôpital. Donc, 2 blessés par balle en 5 minutes, bon, même le gendarme le moins averti commence à avoir des tentations de faire un rapprochement. 2 blessés par balle en quelques minutes. L'enquête remonte rapidement au groupe Charles Martel. Le commissaire principal de Toulon convoque Boissé. Son message est clair. Mieux vaut étouffer l'affaire. Les agresseurs ne seront jamais poursuivis. L'équipe termine son tournage dans un climat de tension permanente. Ce qui devait être un film sur la violence raciste devient une expérience vécue de cette même violence. Un avant-goût des polémiques à venir.
Le tournage avance malgré les menaces. Jean Carmé se glisse progressivement dans la peau de Georges Lajoie, ce vacancier ordinaire aux pulsions cachées. Mais une séquence du scénario pose un problème majeur. La scène du celle où le gentil cafetier parisien bascule définitivement dans l'horreur. Pour incarner Brigitte Collin, la jeune victime, Boissé a choisi une inconnue de 19 ans, Isabelle Huppert. Isabelle Huppert était à l'époque la fiancée de Jacques Spiesser, qui jouait le rôle principal de RAS, et Isabelle était au conservatoire. Et c'est assez cocasse. Bon, et Jacques m'a dit, ah ben, il y a ma copine, il avait lu le scénario de Dupont-Lajoie, et il m'a dit, ah ben, je crois que ma copine, elle serait bien pour jouer la fille de Carmet. Effectivement. Je la trouve très bien. En plus, tout le monde me disait qu'au conservatoire, elle était formidable comédienne. Donc, on engage. Et il y a une chose qui est amusante, c'est que Isabelle, ce n'est plus le cas aujourd'hui, était assez dodue. Elle était cronibard, elle était très potelée. Et on se moquait d'elle gentiment à cause de ça. Et elle disait, ouais, mais foutez-vous de ma gueule, mais un jour, je jouerai la Dame aux Camélias. Et effectivement, 15 ans après, un beau jour, un matin, Isabelle m'appelle. Elle m'a dit, tu te rappelles quand vous moquiez de moi sur la plage à Fréjus? Eh bien, je commence à tourner la Dame aux Camélias avec Bolognini dans 15 jours. Mais le défi principal reste à venir. Cette scène de viol que Jean Carmé refuse obstinément de tourner. L'acteur, pourtant professionnel aguerri, développe une véritable résistance physique face à cette séquence. Carmé, il savait très bien que la scène était indispensable au film, qu'on ne pouvait pas raconter l'histoire sans cette scène, mais il ne voulait pas la tourner. Il n'avait pas envie de la tourner, ça allait plus loin que de ne pas avoir envie de la tourner. C'est qu'on l'avait programmé 3 fois, et 3 fois, il a été malade. Et on faisait venir un médecin, il avait 42 fièvres. Et il avait une sorte de refus. Bon. On a tourné la scène le dernier jour à Fréjus. Heureusement, il faisait plus ou moins beau. Et Carmet, il est allé à reculons. Mais il ne voulait pas tourner cette scène. Il savait bien que c'était indispensable, mais c'était plus fort que lui. Et en fait, si vous regardez attentivement la scène, c'est Isabelle qui fait tout. C'est Isabelle qui joue la scène complètement. C'est elle qui lui prend la main pour la mettre sur la cuisse. Et c'est Isabelle qui joue tout. Lui, il est comme ça. Dernier jour à Fréjus, plus d'échappatoire possible. Il faut boucler cette séquence cruciale. Boissé déploie tous ses talents de psychologue pour amadouer son comédien récalcitrant. L'imagination au secours de la mise en scène. Moi, la seule chose, c'est que j'ai essayé de trouver des alibis à Carmet pour détourner son attention des fesses de Isabelle. Et je lui dis, tu vois, tu pourrais voir un petit poisson qui fait gloup, 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 gloup sur l'eau. Et alors, ça lui a beaucoup plu à Carmet, et d'une manière tout à fait incongrue. Il disait à Isabelle, regarde le poisson, gloup, gloup, gloup. Et Isabelle disait, alors monsieur Lajoie. Mais c'est elle qui faisait tout. C'est elle qui a complètement joué la scène. Cette séquence difficile sera l'une des plus marquantes du cinéma français et l'une des plus surveillées par la censure, car les censeurs, eux, voient des choses que personne d'autre ne voit. La commission de censure visionne Dupont-Lajoie. Dans la salle obscure du CNC, les membres découvrent ce film inclassable qui bascule de la comédie au drame. Le verdict ne se fait pas attendre, interdit aux moins de 16 ans. Motif officiel, scène de viol et de ratonnade jugée trop violente pour un jeune public. Mais la machine à censure ne s'arrête pas là. Elle entre dans le détail, scrute chaque plan
imagine ce qui pourrait choquer. C'est là que Yves Boisset découvre l'une des faces les plus absurdes de la censure française, sa capacité à voir l'invisible. Les censeurs sont des grands pervers qui voient des choses qui n'existent pas. Et là, ils ont demandé deux choses, la censure a demandé deux choses très précises à propos de Dupont-Lajoie. Elle a demandé que dans la scène du viol, on supprime tous les plans où on voit le ventre de Isabelle. Or, Isabelle a gardé sa culotte pendant la totalité du tournage. Donc je défie quiconque d'avoir pu voir les poils du ventre d'Isabelle. Qu'est-ce que j'ai fait? On a amené une copie, j'ai pris les ciseaux et j'ai fait une colure comme si on avait coupé quelque chose. J'ai rien coupé. Mais de la même manière, dans la scène de la ratonnade, il y a le malheureux Ben Clouin qui a été victime, lui, d'une vraie ratonnade. Et à un moment, il a la tête qui est écrasée par un pavé, par un moellon. Et la censure m'a demandé de supprimer le plan où on voit le pavé qui explose la tête de Ben Clouin. Bon, je leur ai dit, d'accord. Bon, or, je n'ai jamais tourné ce plan. Il n'existe pas. Il n'a jamais existé. Mais c'est la force de la suggestion. C'est-à-dire qu'on voit Michel Perrellon qui ramasse un pavé à côté du visage de Ben Clouin. Bon, la caméra est sur le sol et on se redresse avec Perrellon qui lève son pavé et le jette. La caméra ne redescend pas sur Ben Clouin, mais on entend un bruit très désagréable, comme si sa tête explosait. Mais on ne le voit pas, je ne l'ai jamais tourné. Bon, alors, j'ai dit à la censure, au censeur, on a coupé le plan de la tête qui explose. Alors, j'ai fait la même chose, j'ai fait une fausse colure, et ils ont dit, bon d'accord, c'est vrai, on ne voit plus la tête qui explose. Évidemment, je l'ai tourné, ils ne risquaient pas de la voir. Le stratagème fonctionne à merveille. Les censeurs satisfaits de leur victoire accordent une classification plus souple. Ils croient avoir domestiqué le film, ignorant qu'ils viennent d'être bernés par un simple effet de montage. Résultat final, Dupont-Lajoie obtient la classification interdit aux moins de 13 ans. Une victoire par le bluff qui révèle les failles béantes du système sensoriel français et qui permet au film de toucher un public plus large, prêt à découvrir ses vérités dérangeantes. 26 février 1975, première au Marignan sur les Champs-Élysées. Pas de tapis rouge, pas de paillettes, juste une sortie discrète pour un film que personne n'ose vraiment défendre. Les producteurs Gisèle Rébillon et Catherine Winter scrutent anxieusement les premières réactions. Le verdict tombe comme un couperet. Salle quasi vide, spectateurs clairsemés. L'atmosphère dans le hall du cinéma devient glaciale. Chacun évite le regard de Boisset comme si le réalisateur était porteur d'une maladie contagieuse. Catastrophe. Pas un chat dans les salles. Et les productrices au bord du suicide. Le distributeur disant, oh, je vous l'avais dit, hein, moi, ça, je vous l'avais dit. Bon, et bien ça, personne ne m'adressait la parole. Je suis transparent. Puis il y a une vieille ouvreuse qui s'amène, qui vient me trouver et qui me dit, écoutez, hein, moi je suis ouvreuse depuis 30 ans. J'étais dans la salle, j'ai vu comment les gens réagissent. Je vous garantis que vendredi, il y aura du monde, et samedi, il y en a encore plus, et dimanche, encore plus. Parce que quand les gens réagissent comme ça trompe pas, ça a marché. Bon, je me dis, elle est gentille, elle voit que j'ai pas un moral très flambant, elle est sympa. Et je vais timidement vers les productrice, j'ai dit, ah, mais justement, l'ouvreuse, là, qu'est-ce qu'il nous raconte, ce con-là? Et le directeur du cinéma dit, la vieille, là, heureusement qu'elle part la semaine prochaine à la retraite.
bon, son oraison funèbre. Mais cela dit, elle avait raison, puisque le film a explosé le vendredi, le samedi, c'était complet. Et il est resté en tête des recettes pendant au moins 5-6 semaines. Le bouche à oreille s'emballe, les salles se remplissent, les séances se multiplient. Dupont-la-Joie grimpe rapidement en tête du box-office parisien. Le phénomène s'étend en province, 1,4 million d'entrées au total, 6 semaines consécutives au top du box-office. Mais ce succès divise profondément. Dans certaines villes, les exploitants subissent des pressions pour déprogrammer le film. La peur des troubles, des manifestations poussent certains directeurs de salles à la prudence. À Paris, le cinéma Pathé de la place Clichy renonce à la projection officiellement par crainte d'une forte affluence d'immigrés. Le contexte social explique cette tension. En 1975, c'est la France post-choc pétrolier marquée par la crise économique et l'arrêt de l'immigration de travail. Les communautés maghrébines deviennent des boucs émissaires idéaux. Dupont-la-Joie arrive dans cette atmosphère empoisonnée comme un révélateur chimique. Le film touche une plaie à vif, celle du racisme ordinaire que la société française préfère ignorer. En montrant ce miroir déformant, Boisset oblige ses contemporains à se regarder en face, une confrontation que tous ne sont pas prêts à assumer. Le film révèle un racisme qui n'a pas disparu, simplement évolué. Les ratonnades de 1975 ont cédé la place à d'autres formes de violence plus sournoises, plus institutionnelles. Le personnage de Georges Lajoie reste d'une actualité troublante. Yves Boisset avait réussi son pari, montrer que le racisme ne vient pas des autres mais de nous, de ce Français moyen en vacances qui sommeille en chacun, capable du pire sous certaines circonstances. Un miroir que la société française refuse encore parfois de regarder. Dupont-la-Joie demeure cette œuvre inclassable qui commence en souriant et finit en pleurant. Un piège dramaturgique qui fonctionne toujours. On rit, puis on a honte d'avoir ri, exactement ce que voulait son créateur. Le racisme ordinaire n'est pas l'apanage des extrêmes. Il niche au cœur de la normalité, dans les préjugés du quotidien, les remarques anodines, les rires complices. Dupont-la-Joie l'avait compris dès 1975. La leçon reste à méditer.